Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Sika TV pour suivre cette rubrique. Vous avez souvent entendu dire que le commerce est un moteur de la croissance pour l'Afrique. Nous parlerons justement du commerce et de la performance économique. Est-ce que la fragmentation de l'Afrique importe? C'est avec notre invité, Dr Harry Videro. Il est consultant en management des organisations. Dr Videro, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir. Alors, quelle est la relation entre la taille d'un pays et la performance économique? D'abord, je salue tous les téléspectateurs et merci de m'avoir invité encore une fois. Pour parler d'abord du lien entre la taille et la fragmentation, il faut d'abord voir, vous savez, quand je veux toujours parler, je fais un clin d'œil au monde scientifique et avant de venir à la pratique de ce que nous constatons. C'est d'abord que, si on suit les auteurs, plusieurs personnes ont justifié que la taille n'avait pas une importance négative sur la fragmentation, ce lien et autres. Mais quand on voit ce que l'Union africaine a avec ses aspirations, avec l'agenda 2063, qui établit le plan de développement de l'Afrique qui a été adopté en septembre 2015, on constate qu'il a été ressorti que la fragmentation a une importance énorme parce qu'on veut stimuler le commerce intra-africain. Et pour stimuler ce commerce intra-africain, il faut réellement penser à comment est-ce qu'il faut faire pour structurer alors cela. C'est pour ça que je pense que c'est un thème quand même qui nécessite une attention particulière. Alors, on parle de lien, vous avez parlé de lien. C'est quoi l'impact maintenant? Quelles sont les conséquences justement de cette fragmentation de l'Afrique sur le commerce? Pour le faire, nous allons faire le lien d'abord entre l'Afrique qui ressemble à l'Asie du Sud-Est. Vous savez, quand on voit ces deux populations qui tournent autour d'1 milliard de population, on se dit qu'on a pratiquement, sur ces liens économiques, les mêmes histoires parce qu'on a presque la même importance sur le marché, vu la population donnée. Mais malheureusement, nous allons constater que la politique est tout autre, puisque nous avons l'Asie du Sud-Est, par exemple, qui est dominée par un pays comme l'Asie, par l'Inde, excuse-moi, qui a près de 1130 millions d'habitants. Et s'ensuit le Bangladesh et autres avec près de 150 millions d'habitants. Donc, quand on voit cette population donnée déjà et qu'on prend un pays africain, d'où on va résumer cela un peu plus au Nigeria, parce que le Nigeria qui présente un PIB similaire à plusieurs pays africains, mais qui a une densité plus forte, avec une population la plus importante à 17 millions d'habitants. Donc, vous voyez, si vous prenez 1130 millions d'habitants avec un produit qui est mis sur un marché tel, même dans la consommation intérieure, nous avons déjà un bon profit dans la productivité. Mais vous venez sur un marché où on dit qu'on a presque la même population, mais avec déjà un pays comme le Nigeria qui a la plus grande population, qui a 17 millions, qui ne fait même pas le quart d'une population, par exemple, en Asie du Sud-Est. Ce qui fait que nous avons constaté que dans ces pays qu'on appelle les géants du Sud, de l'Amérique du Sud, que la productivité elle est plus importante là-bas avec cette population, juste même d'abord avec la consommation intérieure par rapport aux pays africains qui ont presque en général la même population, c'est-à-dire 1 milliard en voisinant, mais fragmentés en plus de 54 États. Ce qui est la différence majeure qui se note. Justement, cette fragmentation, c'est un problème? C'est un problème, pourquoi? Vous allez voir que je parlais de l'Union africaine aujourd'hui qui a reconnu que le commerce est une priorité pour le développement de l'économie. Et si le commerce est une priorité pour le développement de l'économie et que nous avons 54 États qui, c'est vrai, aujourd'hui vous avez la zone de libre-échange qui est le programme phare de l'Union africaine pour permettre à la circulation des biens et services dans les pays africains pour stimuler le commerce intra-africain. Mais vous allez voir, si vous prenez les pays de l'Afrique du Nord, ils interagissent plus avec des pays européens qu'avec même les pays du Sud.
dans notre propre continent. Donc en fait, cette fragmentation aurait pu être un avantage pour le continent s'il y avait ces contacts ou ce commerce intra-africain, s'il était vraiment dynamique. S'il était vraiment dynamique et que si la circulation des biens et services était une réalité, la libre circulation était une réalité. Et troisième facteur aussi, aujourd'hui, on dit l'Afrique a une population importante, donc doit se positionner au niveau du commerce mondial, mais on constate le contraire. Pourquoi? Parce que nous sommes fournisseurs de matières premières, mais les matières premières ne sont pas valorisées. Ce qui fait que nous fournissons les matières premières et nous attendons les produits finis pour les reprendre sous forme plus chère. Ce qui fait que la valeur de ces matières premières n'a pas trop d'importance dans la production de ce que nous achetons à la fin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique, bien qu'avec sa population, bien qu'avec ce grand marché qui pourrait nous servir, à cause de ces facteurs de fragmentation qui n'ont pas été maîtrisés, font qu'aujourd'hui, nous voyons cette faiblesse, nous voyons ce côté négatif. Donc pour stimuler les échanges commerciaux, vous l'avez dit, entre pays africains, il y a eu des communautés économiques telles que la CEDEAO qui ont été formées dans les dernières décennies. Il y a eu des initiatives aussi pour une unité régionale. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui? Il faut dire d'abord qu'il y a plusieurs programmes. Aujourd'hui, moi, j'ai bénéficié par exemple d'un programme en tant que consultant pour être formé sur le développement de l'économie dans les PMA par l'Union africaine. Les pays les moins avancés. Les pays les moins avancés. Et en tant que spécialiste alors, pour pouvoir mettre en place les solutions qu'il faut pour impacter positivement le commerce, l'économie dans ces pays. Mais vrai, vous avez parlé tout à l'heure de la CEDEAO et autres. Mais comme je disais tout à l'heure, déjà dans le plus grand cadre, le cadre de l'Union africaine, il y a eu des programmes comme le programme AIDA, comme le programme ZLE-CAF, qui sont des programmes pour favoriser comment est-ce que les biens et services vont pouvoir circuler dans les pays africains. C'est vrai qu'aujourd'hui, les institutions comme la CEDEAO et la BAD, bien sûr, doivent s'aligner et l'effectivité, l'opérationnalisation de ces décisions prises. Imaginez avec Covid, nous avons eu un exemple où, au moment où d'autres pays fermaient leurs frontières, c'est en ce moment que d'autres pays ouvraient leurs frontières. Il n'y avait pas un accord de politique ensemble de circulation des biens et des services. Alors que même déjà, nous avons reconnu que c'est un fait pour pouvoir profiter de notre population. Tout ce qui manque aujourd'hui, je veux dire, à ce que nous puissions aller plus loin sur ce côté, comme je disais, la fragmentation, comme je disais, scientifiquement n'a pas été prouvée pour être un problème dans le fait, mais seulement que c'est les politiques qui accompagnent, c'est les politiques idoines qu'on met en place pour que cette fragmentation ne soit pas un handicap pour l'harmonisation des décisions, pour l'harmonisation des politiques, pour l'harmonisation des infrastructures à mettre en place, parce que on ne peut pas parler de développement sans parler de produits intérieurs bruts. Oui. Et si nous ne mettons pas tous ces facteurs ensemble, nous ne pouvons pas alors voir l'effectivité aujourd'hui de la démographie qui doit être un avantage, surtout qu'on a une population jeune en Afrique, de moins de 35 ans, qui est plus importante à 60% pour notre continent. Alors, docteur Videro, est-ce que l'Afrique a plus que les autres régions un plus grand besoin de structures à dimension supranationale? Bien sûr, je dirais bien sûr, mais bon, pourquoi? Ça semble mitigé. Ça semble mitigé. L'idée pour moi, au contraire, c'est de mettre au niveau sous-régional et régional des structures comme ça qui puissent réellement être opérationnelles. Le problème, c'est que, je vous disais tout à l'heure, nous avons des personnes qui sont formées par des programmes pour penser, pour amener des solutions idoines. Nous avons des institutions créées à caractère opérationnel. Mais le problème, c'est quoi? Comment est-ce que les pays, déjà, mettent en accord ces décisions prises au niveau régional et sous-régional pour l'effectivité? C'est tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on note concrètement. Quelqu'un disait tout simplement, si nous ne sommes pas prêts à créer des institutions au niveau sous-régional qui puissent être opérationnelles, alors devenons un seul État et nous savons que la politique qui s'applique, c'est une politique d'État. Et là, la création de plusieurs structures à caractère supranational auront tout à fait un rôle idoine parce qu'on aura une plus grande population et nous aurons des politiques intérieures à mettre en place. Alors, ça va être votre mot de la fin si je vous demandais quelques politiques justement pour redynamiser ces communautés-là, pour leur opérationnalisation. Voilà. Première des choses, je dirais d'abord, il faudrait que nous ayons plus de structures opérationnelles que de structures de décisions justes.
première des choses. Deuxième chose, il faut un suivi au niveau quand les décisions sont prises au niveau de la CEDEAO pour que au niveau des pays, on s'assure qu'il y a des comités permanents. Parce qu'aujourd'hui, on connaît comment est-ce que la politique de changement des gouvernements dans les pays peuvent avoir un impact sur la mise en place opérationnelle des décisions dans les pays. Donc, c'est de pouvoir mettre des structures permanentes au niveau dans les pays, coordonnées par le niveau régional afin de voir comment est-ce que toutes les décisions qu'on prend ont leur effectivité et pouvoir réellement les suivre. Et comment on appelle-t-on, les ODD par exemple, avec l'agenda 2063 dont j'ai parlé, qui est le plan de développement de l'Afrique, nous pourrons donc avoir ce plan de suivi sur ce côté pour voir comment est-ce que ça évolue, quels sont les problèmes qu'on a pour l'effectivité des décisions prises dans les pays. Enfin aussi, former un peu plus. Je dis toujours, les consultants à être pertinents sur les activités à développer au niveau de leur pays, au niveau de leur région. Nous sommes plus dans la généralité des décisions prises, nous sommes plus dans la généralité, un peu plus dans la vision de nos choses, alors que les réalités ne sont pas les mêmes choses. Oui. Donc, et enfin, je dirais qu'on puisse mettre en place les outils de gouvernance. Parce que c'est important. Si quelqu'un qui veut développer ses activités au Bénin ici trouve que il a une autre manière, dans la juridiction, dans les approches au Togo, au Nigeria, vous voyez, alors que ce n'est que des petits marchés fragmentés. Il faudrait qu'on harmonise, comme on le dit, que ce soit la police, on harmonise le côté juridique, on harmonise tout ce qui est institution, afin que quelqu'un qui circule dans un pays à un autre, dans la sous-région, ne puisse pas se retrouver devant d'autres faits au niveau de d'autres pays de la sous-région. Ceci permettra réellement de donner une vision globale et commune dans l'approche des choses. Docteur Harry Vidéro, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Commerce et performance économique, la fragmentation de l'Afrique importe-t-elle? C'est le sujet que nous avons abordé aujourd'hui avec le consultant en management des organisations. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur SICA TV.